beaucoup, Antoine. Donc, voilà, je vais essayer de vous parler autour de trois concepts, le casier judiciaire, l'effacement et la réhabilitation. Et donc, en guise d'introduction, reprendre un petit peu les concepts clés d'Antoine, où on voit évidemment le casier judiciaire comme une mémoire inerte et écrite de la vérité judiciaire, mais aussi comme un héritage au sens où l'écoulement du temps, évidemment, ne va pas empêcher que le passé criminel agisse toujours sur le présent et le futur du condamné. Malgré tout, ces effets du casier, on le voit, peuvent se réduire ou disparaître avec le temps, avec nos deux concepts d'effacement et de réhabilitation. L'effacement montre clairement que l'écoulement du temps va empêcher qu'on puisse se souvenir d'un passé qui sera véritablement effacé, et que ce passé effacé, évidemment, va empêcher fortement l'héritage. Pour la réhabilitation, en termes d'introduction, c'est un peu plus compliqué. J'ai essayé de proposer de voir les choses en deux périodes. Une première qui se termine évidemment avec l'exécution de la condamnation et qui se termine par la décision favorable de la réhabilitation, c'est ce qu'on appelle dans la loi le délai des preuves. Et puis, deuxième temps, c'est après cette décision favorable. Dans ce premier temps, il me semble qu'on peut montrer que le passé influence quotidiennement le présent, puisque cette condamnation passée impose qu'on se comporte bien pendant tout le délai des preuves pour qu'on puisse obtenir cette réhabilitation. D'accord ? Donc le temps ici vous impose une manière de vivre pour espérer un oubli. On pourrait tenter la formule que l'héritage est actualisé à tout instant pendant cette première période. Dans la seconde période, c'est un petit peu comme avec l'effacement, mais avec, je pense, une plus faible intensité, que la réhabilitation permet une réduction du souvenir et de l'héritage. L'hypothèse que je ferai, en me basant sur Foucault, c'est que le rôle du temps n'est pas exactement le même, il me semble, dans le cadre de l'effacement et de la réhabilitation. Effacement où il y a une réduction inconditionnelle de la punition, alors que dans la réhabilitation, on verra, il y a une réduction conditionnelle de la punition. Et il me semble qu'on pourra utiliser d'un côté pour l'effacement plutôt le concept foucaldien de savoir souverain, et pour la réduction conditionnelle de la punition avec la réhabilitation, plutôt un savoir que Foucault appellerait disciplinaire. Alors, deux mots quand même pour vous expliquer ce qu'on entend par ce cadrage théorique foucaldien, même si ce sera évidemment développé plus dans le texte. Ici, la souveraineté, Foucault montre que la loi souveraine fonctionne vraiment de manière négative et axée sur des interdictions. La loi ne vous impose pas positivement des manières de vivre déterminées, mais elle vous impose une obéissance absolue et non finalisée à la loi. Vous obéissez à la loi parce que c'est la loi. Si vous n'avez pas obéi à la loi, la punition, elle est conçue comment ? Comme une économie des droits suspendus qui procède par des prélèvements. Prélèvement d'argent avec l'amende, prélèvement de la vie avec la peine de mort, prélèvement d'une vie libre avec la prison. La discipline, là, on s'intéresse vraiment au corps des individus dont on essaye de dresser pour faire croître leur utilité économique et leur docilité politique. Foucault dit vraiment, la discipline, c'est créer des corps utiles et dociles qui sont là pour contracter des habitudes. On est vraiment dans quelque chose de positif, des manières d'être particulières. La discipline vous dit à chaque instant les moindres effets et gestes qu'on attend de vous, de votre corps bien sûr, mais aussi au-delà du corps, finalement des âmes, puisque cette norme disciplinaire doit s'intérioriser pour atteindre une certaine autodiscipline. C'est bien le modèle, la règle, la norme qui est posée en premier, et puis on va s'efforcer, le pouvoir disciplinaire va s'efforcer de tenter de mettre les individus en conformité avec cet idéal. Foucault va utiliser le néologisme de normation pour bien montrer qu'il faut une surveillance continue des corps pour atteindre ce qu'il appelle une espèce d'orthopédie sociale. Vous avez l'image évidemment d'un tuteur et d'un arc qui est un peu biscornu, et alors on va essayer de le rapprocher
et pour vous dire vraiment à chaque instant comment vous devez faire. Cette discipline va donc vous soumettre à des examens pour justement vérifier votre aptitude à suivre la norme. Ces examens vont vous permettre de vous classer les individus en fonction de vous êtes plus ou moins résistant aux normes disciplinaires. Et enfin, vous pourrez évidemment évoluer dans la hiérarchie disciplinaire et passer d'un segment disciplinaire à un autre, c'est-à-dire un segment un peu moins surveillé qu'un autre. Par exemple, passer de la prison à la libération conditionnelle, ou bien passer d'avoir un casier judiciaire au fait d'avoir une réhabilitation. La peine, c'est bien quelque chose qui vient vous redresser. L'idée, c'est qu'on sanctionne, on va juger une personnalité pathologique et beaucoup moins un acte. Et ça, c'est possible grâce à quoi? À l'intervention à côté du droit, de la médecine, des sciences humaines de manière générale, et Foucault parle beaucoup de l'expertise psychiatrique. Je vous ai présenté les choses vraiment un peu de manière séparée, mais l'idée, c'est de bien comprendre que on ne va pas passer de la souveraineté à la discipline. Il n'y a pas de remplacement de l'un par l'autre, mais il y a bien un dédoublement de la réalité, et je trouve en matière pénale, c'est assez clair, et je me permets de rapidement citer Foucault là-dessus. D'une part, nous vivons encore sur le vieux système traditionnel qui dit on punit parce qu'il y a une loi, et puis par-dessus, d'accord, un nouveau système a pénétré le premier, on punit toujours selon la loi, mais afin de corriger, de modifier, de redresser des anormes. Alors, vous voyez, normalement, le cadre foucaldien, c'est un triptyque avec le troisième concept, le concept de sécurité, dont je parle dans le texte, mais ici, j'ai simplifié les choses et je n'ai pas besoin de vous parler du concept de sécurité maintenant, et donc je ne le développe pas ici. Le casier judiciaire, connaissant maintenant ce concept, cette grille foucaldienne, il me semble qu'on peut le voir à la fois comme une sanction pénale et comme une mesure de sûreté. Sanction pénale parce que le casier judiciaire, clairement, prolonge les aspects infamants de la peine au-delà de son exécution, même si la Cour constitutionnelle dit le contraire. En fait, vous continuez à être puni par cette espèce de marque qu'est l'inscription de votre comportement dans cette base de données. On retrouve la belle idée de Michel van de Kerkhove qui indique qu'en dire, c'est punir. Mais le casier sert aussi, en termes de mesure de sûreté, pour montrer une trace du passé d'un acteur problématique à ses interlocuteurs. Quelque part, vous êtes informé du statut de défectueux, d'indiscipliné, lorsque vous rencontrez quelqu'un qui a un casier. Et ça se remarque fondamentalement qu'on dépasse cette simple sanction pénale parce qu'on voit qu'il y a deux grands élargissements dans le casier judiciaire. Élargissement en termes d'informations qui y sont contenues pour dépasser simplement la question de la sanction pénale, d'accord, puisqu'on va avoir des médiations qui vont être reprises dedans, d'autres mesures, et donc ça dépasse la sanction pénale. Et un deuxième élargissement, c'est quant aux personnes autorisées d'y avoir accès. Ce n'est pas uniquement le juge pénal, mais vous voyez également potentiellement même des futurs bailleurs, des futurs employeurs d'une personne qui peuvent indirectement solliciter cela. D'accord ? Donc vous voyez que la question du casier dépasse la simple sévérité accrue qu'on veut imposer aux récidivistes. Deux manières donc de réduire l'impact du casier avec l'effacement et puis la réhabilitation. L'effacement, le champ d'application, il est très réduit parce qu'il ne concerne que les peines de police et il est automatique au sens où il n'y a pas une intervention, une décision du pouvoir judiciaire. Et il me semble que ces deux caractéristiques montrent qu'on ne considère pas fondamentalement les faits concernés par l'effacement comme des faits graves, comme témoignant d'une nature particulière délinquante, comme une anthropologie particulière de ceux qui les ont faits. Et ça justifie que la simple logique souveraine pourrait justifier donc le motif de cet effacement. Comme vous n'êtes pas un véritable délinquant avec une nature particulière, eh bien, on voit plutôt la délinquance comme liée à des circonstances extérieures. D'ailleurs, ça se voit très clairement avec la loi pandémie qui prévoit que les infractions vont être effacées. Ce n'est pas une
personnalité problématique qui est en jeu, mais c'est une circonstance extérieure, et donc là, on accepte l'effacement. Je vous ai parlé des segments disciplinaires qui supposent un examen disciplinaire pour passer de l'un à l'autre. Ici, avec l'effacement automatique, je dirais que les segments sont fixés a priori par la loi. D'accord ? Pour passer d'un segment à l'autre, donc d'un condamné avec casier, avec un condamné pouvant rendre un extrait du casier vierge, eh bien, on n'a pas besoin d'un examen qui évalue votre évolution dans votre normation. D'accord ? Et regardez, ça se voit peut-être déjà un petit peu dans la manière dont sont formulés les deux articles centraux ici dans la matière. Le 619 du Code d'instruction criminelle qui concerne l'effacement, le sujet grammatical, c'est l'acte, c'est les condamnations, tandis qu'on le verra avec la réhabilitation, le sujet, c'est le condamné, c'est une personne. D'accord ? Je vais y revenir. On peut quand même se poser la question, mais pourquoi quand même, enfin, pourquoi le souverain accepte symboliquement cet effacement? Mais parce qu'il a en face de lui, il me semble, un sujet et non un ennemi. Un sujet, le souverain le punit, tandis qu'un ennemi, il lui fait la guerre. En tant que sujet, même s'il a violé la loi, il reste malgré tout, il n'est jamais totalement... il reste malgré tout un sujet juridico-moral et juridico-politique. Et donc ce temps n'est pas producteur de savoir, contrairement, on va le voir, avec la réhabilitation. Mais simplement, son écoulement du temps justifie l'oubli. Vous avez été puni, le souverain est vengé, on peut faire en sorte qu'il y ait une disparition d'informations. Le souverain est prêt à donner une priorité à la logique de la réinsertion de son sujet par rapport à la logique de la punition. Quant à la réhabilitation, je vous l'ai dit, là, elle n'est pas automatique, mais il y a bien une décision et il y a des conditions à respecter. Je ne vais pas pouvoir voir avec vous toutes les conditions, mais je vais me centrer sur une condition la plus importante qui concerne ce fameux délai d'épreuve. Et je cite l'article 624 du Code d'instruction criminelle, délai d'épreuve au cours duquel le condamné doit avoir eu une résidence certaine en Belgique ou à l'étranger. Je ne vais même pas tellement revenir sur cette question-là, mais surtout avoir fait preuve d'amendement et avoir été de bonne conduite. Et donc ici, il me semble que dans ce délai d'épreuve, le temps, il est productif. Il permet justement de construire toute une série de savoirs disciplinaires qui seront à l'origine d'une nouvelle vérité judiciaire, là où l'effacement supprimait, détruisait une vérité judiciaire. Ici, cette vérité judiciaire, elle est basée sur cet examen disciplinaire qui justement cherche à vérifier, à s'assurer que vos bonnes habitudes que vous avez, on l'espère, eues à la suite de votre punition, vont continuer à influencer votre âme, notion d'amendement, et votre corps, notion de bonne conduite. Je ne résiste pas à vous montrer que quand on rentre un peu plus dans le concret, et que donc on va sur le site du ministère public, qui est l'acteur central pour construire le dossier pour la réhabilitation, petit glissement, la bonne conduite devient une conduite irréprochable. Deuxième idée sur ce délai d'épreuve. En fait, le temps d'épreuve, nous dit l'article 625, se prolonge jusqu'à l'arrêt prononçant la réhabilitation. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme réflexion? C'est que les acteurs du système pénal, lorsqu'ils font lentement leur travail, ils le font efficacement. Pourquoi? Parce qu'ils prolongent d'autant cette période de mise à l'épreuve. Et des auteurs, dont Christine, a pu montrer qu'il y avait une procédure assez longue et qu'on ne sait pas toujours bien s'expliquer la raison d'une telle longueur. Le délai d'épreuve, il me semble qu'on peut tenter encore de le diviser en deux périodes pour faire une analyse un peu plus poussée. Une première période, ce serait évidemment le point de départ fixé par le souverain à l'article 624 du Code d'instruction criminelle, une fois que vous avez, pour faire bref, exécuté votre peine, jusqu'à l'introduction de la demande par le candidat. La seconde période, ce serait évidemment depuis cette introduction jusqu'à l'arrêt prononçant la réhabilitation. Pourquoi est-ce que je tente de faire cette distinction? D'abord pour bien montrer que c'est bien le candidat lui-même qui est à l'origine de la surveillance disciplinaire accrue, puisque c'est lui qui est à l'origine de ce réveil du procureur du roi qui va constituer
ce dossier de réhabilitation. Et donc, le candidat, on lui demande vraiment quelque chose de une mise en abîme disciplinaire, puisque ça nécessite vraiment une auto-évaluation de sa part, de son propre autocontrôle préalable pour voir si, effectivement, cette première période s'est bien passée et qu'il peut, il estime pouvoir réveiller, hein, comme je l'ai indiqué, le procureur du roi. Et deuxièmement, dans la deuxième période, le fait de se déclarer candidat à la réhabilitation montre bien, quelque part, qu'il doit accepter, effectivement, un niveau de surveillance qui va être augmenté pendant cette seconde période, puisqu'évidemment, on va mettre en place toute une série de choses, on va rechercher toute une série d'informations pour construire le dossier de réhabilitation. Dernière idée qui influence le type de travail disciplinaire dans le délai d'épreuve, c'est qu'il n'y a pas de conditions individualisées qui sont prévues dans ce délai d'épreuve. Contrairement, par exemple, vous savez, à la libération conditionnelle, où là, on vous fixe toute une série de conditions à respecter. Ici, la surveillance repose sur une véritable intériorisation forte des exigences disciplinaires. En d'autres termes, le condamné est son propre surveillant, son propre assistant de justice. Mais il ne faut pas croire que cette virtualisation de la surveillance viendrait en fait s'opposer à une véritable densification des contraintes que l'individu s'auto-impose en espérant la réhabilitation. Par rapport aux effets de la réhabilitation, là, avec la réhabilitation, le temps ne supprime pas des informations du casier, comme c'est le cas avec l'effacement. Non, c'est même l'inverse. On en ajoute. Pourquoi ? Parce qu'on va non seulement garder l'arrêt de condamnation de base, mais on va rajouter dans le casier judiciaire ces fameux arrêts de réhabilitation, et on va même, dit le législateur, faire mention de cette réhabilitation dans les marges de l'arrêt de condamnation. Cette seconde vérité ne vient pas du tout déconstruire la vérité judiciaire de base, mais on a une seconde vérité qui porte vraiment, comme je vous l'ai déjà dit, sur l'évolution de la dangerosité de la personne. Cette seconde vérité, lorsqu'on aboutit à une réhabilitation, pour moi, on pourrait dire que cette deuxième vérité judiciaire vient d'une part féliciter la docilité de l'individu et faciliter sa future utilité. Je retrouve les deux concepts foucaldiens. Faciliter sa future utilité pour et dans la société. Comment est-ce que ça la facilite ? Eh bien évidemment, en supprimant tout le frein à son entrée sur le marché de l'emploi qui est lié au casier judiciaire. Deuxième vérité, mais en même temps, les extraits du casier ne seront plus accessibles pour toute une série de personnes. Mais idem pour, donc si la personne elle-même vient demander un extrait de casier judiciaire, on n'aura plus la peine qui a été réhabilitée. Même chose, plus d'accès pour des administrations publiques, seules les administrations pénales vont pouvoir y avoir accès, continuent à y avoir accès, mais attention avec des restrictions d'usage, puisque par exemple, ils ne peuvent plus se baser sur la condamnation qui a été réhabilitée pour punir davantage sévèrement le récidiviste. Et dire cela, il me semble qu'on peut de nouveau articuler les logiques souveraines et disciplinaires. Pourquoi ? Parce que l'interdiction de mobiliser les vérités judiciaires, elle a quelque chose de lié à la souveraineté, au sens où c'est le souverain qui avait pu vous prélever des choses et peut décider, dans un geste souverain inversé, de mettre fin au prélèvement. Mais en même temps, la logique disciplinaire est toujours présente indirectement, parce qu'on pourrait se dire, quelque part, on n'en tient pas compte de cette logique disciplinaire. Pourquoi ? Parce que pour la logique disciplinaire, c'est très important de pouvoir replacer chaque rechute dans une connaissance globale de l'indiscipliné. Autrement, on risquerait de fragiliser le diagnostic clinique. Mais la logique disciplinaire est quand même toujours présente, puisque quelque part, vous redevenez pleinement sujet de droit parce que vous avez prouvé la diminution de votre dangerosité. D'accord ? Donc, au niveau des effets, on a bien une logique souveraine où on s'auto-limite, on ne s'autorise plus à utiliser ces savoirs pour vous punir plus, mais en même temps, vous êtes à nouveau titulaire de droit parce que vous avez su démontrer la diminution de votre dangerosité. Vous voyez l'articulation entre souveraineté et discipline.
Rapidement, en termes de conclusion, je rappelle, le casier judiciaire est vraiment une trace du passé qui sert à punir et en même temps qui sert à faire connaître à tout interlocuteur votre statut d'indiscipliné. Deux manières de limiter cela avec l'effacement, un souverain qui s'auto-limite parce qu'il est toujours face à un sujet rationnel et politique, et avec la réhabilitation, création d'un savoir. Vous avez été l'objet d'un examen clinique et qui évalue et qui vous fait évoluer sur le chemin d'une plus ou moins grande surveillance. En termes de conclusion, on voit que le champ d'application est très réduit de l'effacement. Il me semble qu'on pourrait donc dire que cela montre que la justice pénale n'accepte que très rarement de ne plus vous voir que comme un ancien condamné et préfère beaucoup plus souvent vous voir comme un éternel suspect. Merci.